Certaines histoires d'enfants tueurs en série sont si effrayantes qu'elles vous font remettre en question tout ce que vous pensiez savoir sur l'innocence et le mal. Nous nous penchons ici sur les cas de jeunes tueurs dont les effrayantes rencontres au tribunal sont difficiles à oublier. Amarjid Sada, le plus jeune tueur en série du monde, n'avait que 8 ans lorsqu'il a fait face à un juge avec un sourire obsédant sur le visage. Ou encore Edmund Kemper, 15 ans, dont les crimes étaient si brutaux que le juge a décidé qu'un hôpital ordinaire ne suffirait pas. Il avait besoin de la sécurité stricte de l'hôpital d'État d'Atascadero, un lieu réservé aux plus dangereux. Les cas suivants sont à la fois choquants et profondément troublants. Il est conseillé aux téléspectateurs de faire preuve de discernement. Amarjid Sada. À l'âge de 8 ans, Amarjid Sada est devenu le plus jeune tueur en série du monde. Bien qu'il ait rarement ri ou eu des amis, son visage affichait un sourire obsédant devant le juge qui l'a condamné. Né en 1998 à Mouchahar, un petit village du Bihar, Sada a été élevé par des parents pauvres qui travaillaient comme ouvriers. Connu surtout comme un solitaire, Sada n'avait pas d'amis et préférait passer son temps à grimper aux arbres et à explorer son village. Sa vie a changé radicalement un jour où sa tante, qui venait de trouver un emploi en ville, lui a rendu visite avec sa fille de 6 ans. Lorsque sa tante et sa mère sont partis acheter des légumes, laissant Sada à la charge de son cousin et de sa sœur, cette journée ordinaire a pris une tournure sombre. En l'absence de toute personne, le comportement troublant de Sada a commencé par pincer et gifler sa cousine de 9 mois et s'est rapidement intensifié lorsqu'elle a pleuré. Il l'a ensuite étouffée, puis étranglée jusqu'à ce que mort s'ensuive. Il l'a ensuite emmenée dans une forêt voisine où il l'a réduite en bouillie avant d'enterrer son corps. Bien qu'il ait avoué cet acte horrible, ses parents l'ont protégé de toute conséquence. Tragiquement, il n'a pas tardé à s'en prendre à une autre victime, sa propre sœur. Un après-midi d'hiver, alors que ses parents dormaient, les sombres pulsions de Sada l'ont conduit vers son innocente sœur de 8 mois. Tranquillement, il l'a soulevée de son berceau et l'a étranglée sans pitié. Lorsque sa mère est allée la chercher pour la nourrir, elle s'est retrouvée face à un corps sans vie et a immédiatement réalisé l'acte horrible que son fils avait commis. Il est choquant de constater qu'alors même que ces actes horribles se déroulaient au sein du foyer familial, certains membres de la famille les considérèrent comme de simples affaires de famille. Ce n'est qu'en 2007 que la véritable étendue de la nature maléfique de Sada a commencé à être révélée au monde extérieur. Cette année-là, une tragédie s'est produite dans une école primaire locale lorsqu'une petite fille de 6 mois, nommée Khushbu, a disparu. Après avoir laissé sa fille à l'école, la mère de l'enfant est revenue pour constater sa disparition. Quelques heures plus tard, Sada s'est confessée froidement à la police. Elle dormait dans l'école. Je l'ai emmenée un peu plus loin, je l'ai tuée avec une pierre et je l'ai enterrée. À tout juste 8 ans, Amarjid Sada a été convoqué par la police, faisant preuve d'un calme glacial et ne montrant aucun signe de peur pour les actes odieux qu'il a commis. Sa désinvolture a choqué les officiers. Lors de l'interrogatoire au poste de police de Bhagalpur, Sada a demandé des biscuits avant de répondre aux questions. Finalement, il les a conduits au lieu d'enterrement de sa dernière victime, situé derrière une école primaire. Devant le juge, Sada a été vu souriant la plupart du temps, n'affichant aucun remords pour ses actes. Si le juge avait été un enfant, Sada aurait probablement essayé de le tuer lui aussi. Sada a été libéré en 2016, sous une nouvelle identité à l'âge de 18 ans, et on ne sait toujours pas où il se trouve actuellement. Le suivant est un jeune tueur en série qui est devenu plus célèbre après la diffusion de la série policière de Netflix Mindhunter. Edmund Kemper. Le 9 juillet 2024, l'un des tueurs les plus tristement célèbres de l'histoire de Santa Cruz s'est vu refuser une nouvelle fois sa liberté conditionnelle. C'était logique, puisque Edmund Kemper avait été envoyé très jeune à l'hôpital d'État d'Atascadero, un établissement de haute sécurité du comté de San Luis Obispo, pour les criminels souffrant de troubles mentaux. Plus tard, Edmund Kemper a déclaré que le juge avait été tellement scandalisé par la nature horrible de ses délits qu'il avait déclaré ne pas vouloir envoyer ce jeune homme à Disneyland. Selon Law, il aurait dû être envoyé à l'hôpital d'État de Napa, mais le juge a décidé qu'Atascadero était l'endroit idéal pour un criminel comme lui. Kemper est incarcéré depuis 51 ans pour avoir tué 7 femmes et une fille entre 1972 et 1973. Cependant, il était déjà devenu un tueur en série à l'âge de 15 ans. À l'âge de 4 ans, Kemper était beaucoup plus grand que les autres enfants de son âge et commençait à montrer des signes de comportement antisocial comme la cruauté envers les animaux. À l'âge de 10 ans, il a d'abord enterré vivant un chat de compagnie, puis l'a déterré, décapité et monté sa tête sur une pique. C'était son premier trophée. À l'âge de 13 ans, Kemper a utilisé une machette sur un autre chat de la famille. Il lui a tranché la partie supérieure du crâne, tout en lui tenant la patte pour être sûr de se doucher avec son sang. Il a même gardé des morceaux du chat tué dans le placard, jusqu'à ce que sa mère les trouve. Ses pulsions tordues ont commencé à apparaître clairement à son entourage.
Par exemple, Kemper était attiré par sa professeure et sa sœur aînée, Susan Hughey Kemper, l'a un jour taquiné en lui demandant pourquoi il n'essayait pas de l'embrasser. Il répondit « Si je l'embrasse, il faudra d'abord que je la tue ». Edmund Kemper a été profondément marqué par la séparation de ses parents en 1957 et leur divorce en 1961. Vivant avec sa mère alcoolique et violente, il s'enfuit à l'âge de 14 ans pour aller vivre avec son père qui s'est remarié. Son séjour est de courte durée. Son père l'envoie bientôt vivre chez ses grands-parents paternels. C'est là, à 15 ans, que Kemper a commis ses premiers meurtres. Le 27 août 1964, Kemper, âgé de 15 ans, se dispute avec sa grand-mère, Maud Matilda Hughey Kemper, à la table de leur cuisine. Dans un accès de rage, il a récupéré un fusil, un cadeau de son grand-père pour la chasse, et est revenu pour lui tirer une balle mortelle dans la tête et 2 dans le dos. Au retour de son grand-père, Kemper l'a également tué. Confus et accablé, il a contacté sa mère, qui lui a conseillé d'appeler la police, ce qui a conduit à son arrestation. Après son arrestation, Kemper a déclaré qu'il voulait juste voir ce que cela faisait de tuer sa grand-mère et a témoigné qu'il avait tué son grand-père. Le 18 décembre 1969, jour de son 21e anniversaire, Kemper a été libéré sur parole d'Atascadero contre les recommandations des psychiatres de l'hôpital. Entre mai 1972 et avril 1973, Kemper a tué 8 personnes. Si Edmund Kemper est devenu un tueur en série après avoir assassiné ses grands-parents, les 2 frères suivants sur la liste étaient fascinés par les tueurs en série et voulaient avoir leur propre page Wikipédia. Frères Bever. Les anéantisseurs de famille ne sont pas rares, comme en témoignent les frères Bever dans les tueries de Broken Arrow. Le 22 juillet 2015, à Broken Arrow, Oklahoma, Michael et Robert Bever ont commis un horrible meurtre familial. À 18 ans, Robert et son frère Michael, âgé de 16 ans, nourrissaient depuis longtemps le projet d'assassiner toute leur famille, mus par une obsession pour les tueurs en série et un désir d'infamie par le biais de meurtres de masse. Leur folie a commencé lorsqu'ils ont attiré leur sœur de 13 ans, Crystal Bever, sous prétexte de lui montrer quelque chose sur l'ordinateur. Une fois qu'elle est entrée dans la pièce, Robert l'a saisie et lui a tranché la gorge avec l'un des couteaux de leur collection. Son cri a attiré leur mère, April Bever, qui a tragiquement été la prochaine victime. Elle a été poignardée sans pitié plus de 40 fois avant que les frères ne la tuent finalement par traumatisme contondant. Ils se sont ensuite tournés vers leur père, David Bever, qu'ils ont poignardé plus de 50 fois. Leur frère Daniel Bever, âgé de 12 ans, a reçu 9 coups de couteau. Leur frère Christopher Bever, âgé de 7 ans, a été poignardé 6 fois et leur sœur Victoria Bever, âgée de 5 ans, a été poignardée 18 fois, principalement au niveau du cou. À la fin de leur carnage, Michael et Robert Bever avaient assassiné 5 membres de leur famille et en avaient laissé un autre gravement blessé. Au milieu de l'horrible attaque, Daniel a réussi à appeler le 911, un acte crucial qui a finalement permis d'appréhender les meurtriers. Cependant, avant que les secours n'arrivent, Daniel a également été attaqué par Michael, qui s'est fait passer pour une victime. Heureusement, il y a eu 2 survivants. Crystal Bever, le premier membre de la famille attaquée, a miraculeusement survécu. La plus jeune, une fillette de 2 ans, s'en est également sortie indemne. Elle a été laissée dans une pièce à l'étage pendant que ses frères préparaient une fin horrible pour elle, avec l'intention de la décapiter à l'aide d'une hache. Après leur arrestation, les frères Bever ont avoué aux forces de l'ordre leur intention de démembrer les membres de leur famille et d'entreposer leurs corps dans le grenier. Ils avaient l'intention de s'armer de munitions et d'armes, de voler la voiture familiale et de se lancer dans une fusillade de masse dans différents endroits avec l'intention d'assassiner jusqu'à 100 personnes. Les frères ont ensuite été condamnés à la prison à vie sans possibilité de libération conditionnelle. Pendant son incarcération, Robert a tenté de se suicider par pendaison, mais il a été sauvé par un gardien qui l'a placé sous surveillance anti-suicide. Il a également tenté d'attaquer le personnel de la prison avec un objet tranchant. Heureusement, personne n'a été blessé lors de cet incident. Bien que les frères Bever aient été arrêtés immédiatement, le tueur suivant sur la liste est resté libre pendant près de 28 ans. James Watson. Ricky Neve, un petit garçon de 6 ans, a été tragiquement assassiné le 28 novembre 1994 à Peterborough, en Angleterre. Il a été étranglé à mort et son corps nu a été découvert le lendemain dans une zone boisée. Au moment du meurtre, la mère de Ricky, Ruth Naev, qui était la seule adulte du foyer, est devenue la principale suspecte. Les soupçons du voisinage se sont portés sur elle, alimentés par ses antécédents de toxicomanie, de mauvaise éducation et d'abus physiques qui avaient déjà attiré l'attention de la police et des services sociaux. En 1996, elle a été jugée pour le meurtre, mais a été acquittée. Cependant, elle avait auparavant plaidé coupable de cruauté envers les enfants, ce qui lui avait valu une peine de 7 ans d'emprisonnement. Le véritable auteur du crime est resté inconnu jusqu'en avril 2016,
date à laquelle James Watson, âgé de 13 ans au moment des faits, a finalement été arrêté. Watson avait été condamné pour divers délits et, à l'âge de 11 ans, il avait agressé sexuellement un garçon de 5 ans. À l'époque, Watson avait été brièvement interrogé par la police à la fin de l'année 1994. Watson est devenu le principal suspect dans le meurtre de Ricky Neve lorsque des technologies de pointe ont permis d'établir une correspondance définitive entre son profil ADN et des échantillons prélevés sur les vêtements du garçon. Cette découverte s'inscrit dans le cadre d'une nouvelle enquête sur l'affaire de 1994. Après son arrestation, Watson s'est enfui au Portugal, mais il a été extradé vers le Royaume-Uni après avoir supplié son agent de probation de le ramener chez lui en avion, car il était devenu sans abri au Portugal. Il a été jugé pour meurtre à l'Old Bailey de Londres du 18 janvier au 21 avril 2022. Parmi les principaux éléments de preuve, on trouve de nouvelles traces d'ADN sur les vêtements de Ricky. Watson s'est défendu en affirmant que le transfert d'ADN s'était produit lorsqu'il avait soulevé Ricky pour voir par-dessus une clôture. Une affirmation démentie par le fait que la clôture n'a été construite qu'après 1994. En fin de compte, Watson a été reconnu coupable et le 24 juin, il a été condamné à la prison à vie par le juge Mrs. Justice McGowan, avec une peine minimale de 15 ans. James Watson, aujourd'hui âgé de 44 ans, a fait appel de sa condamnation en soutenant devant la cour d'appel qu'il n'avait pas pu bénéficier d'un procès équitable parce que trop de preuves avaient été détruites ou perdues au fil des ans. Toutefois, un panel de 3 juges a confirmé sa condamnation en estimant qu'il avait bénéficié d'un procès équitable. Le suivant est un autre jeune tueur en série britannique qui a choqué le monde avec les meurtres de Colchester en 2014. James Fairweather. James Fairweather était un adolescent de 15 ans qui était excité par les tueurs en série. Il avait des photos de tueurs en série comme Myra Hindley, Ian Huntley et l'éventreur de York Peter Sutcliffe sur son téléphone. Cependant, son tueur en série préféré était l'Américain Ted Bundy, qui agressait sexuellement, assassinait et décapitait ses victimes. Son obsession pour les tueurs en série était telle qu'il fantasmait souvent sur le meurtre de ses parents et de son directeur d'école. Puis il a finalement décidé de passer à l'acte. Le 29 mars 2014, Fairweather a commis sa première agression brutale sur James Hatfield, 33 ans, qui avait subi une lésion cérébrale à la suite d'un accident de voiture. Hatfield a été retrouvé allongé sur l'herbe dans le parc du château après être sorti boire lorsque Fairweather l'a attaqué, le poignardant à 102 reprises. Les blessures défensives sur les bras et les mains d'Hatfield suggèrent qu'il était conscient et qu'il a tenté de repousser son agresseur. La victime suivante de Fairweather était Nahid Al-Manea, une étudiante saoudienne de 31 ans à l'Université d'Essex. Elle a reçu 16 coups de couteau sur le corps, la tête, le cou et les bras. Dans un acte particulièrement horrible, Fairweather a poignardé ses yeux et finalement son cerveau, animé par l'intention macabre de s'assurer qu'elle ne verrait aucun mal. Il était méticuleux, aucune empreinte digitale, aucune empreinte de pied, aucune arme jetée et aucune preuve médico-légale n'a été laissée sur les lieux. La série de meurtres de Fairweather s'est arrêtée pendant plus d'1 an, les autorités et le public devenant plus prudents. Toutefois, le matin du 27 mai 2015, son comportement suspect a attiré l'attention d'un promeneur de chiens vigilant qui a rapidement contacté la police. Lorsque les agents sont arrivés, ils ont appréhendé Fairweather équipé de gants en caoutchouc et portant un couteau. Son arrestation a donné lieu à une évaluation psychiatrique en août 2015, au cours de laquelle il a révélé avoir des pensées violentes et antisociales, y compris des hallucinations auditives, l'incitant à commettre des actes horribles, tels que brûler des bébés et agresser des travailleurs du sexe. Au cours de son procès, M. Fairweather n'a manifesté aucune émotion alors que le jury, après avoir délibéré pendant des heures, a rendu un verdict de culpabilité unanime. Le 29 avril 2016, il a été condamné à la prison à vie avec une peine minimale de 27 ans. Vient ensuite une gamine au cœur froid qui a simplement répondu « Je n'aime pas les lundis » lorsqu'on lui a demandé pourquoi elle avait tué 2 personnes. Brenda Spencer. C'est le cas de Brenda Ann Spencer, tireuse scolaire de 16 ans, qui s'est montrée prometteuse dès son plus jeune âge et a remporté le premier prix d'un concours de photographie organisé par la Human Society. Cependant, Spencer a affirmé qu'elle avait été victime d'une négligence totale de la part de sa mère et d'abus sexuels de la part de son père. Une semaine avant de perpétrer la fusillade de l'école primaire de Cleveland à San Diego, Spencer a dit à ses camarades de classe qu'elle allait faire quelque chose de grand pour passer à la télévision. Malheureusement, c'est exactement ce qu'elle a fait. Le 29 janvier 1979, une matinée d'école ordinaire à l'école primaire Grover Cleveland de San Diego, en Californie, tourne à la tragédie. Les enfants se sont rassemblés à l'extérieur de l'école, attendant que le directeur ouvre les portes. De l'autre côté de la rue, Brenda Ann Spencer, qui avait séché l'école et mélangé ses médicaments contre l'épilepsie avec de l'alcool,
observait la scène depuis sa maison encombrée. Spencer prend le fusil semi-automatique 22, cadeau de Noël de son père, et se place à sa fenêtre. Sans hésiter, elle a commencé à tirer sur les enfants innocents rassemblés à l'extérieur. Le directeur bien-aimé de l'école, Burton Ragg, a été tragiquement tué alors qu'il s'apprêtait à ouvrir les portes. Le concierge, Michael Suchard, a également perdu la vie en tentant courageusement de protéger un élève. Pendant 20 minutes terrifiantes, Spencer a tiré une trentaine de balles sur la foule et blessé 8 enfants. Elle s'est ensuite barricadée dans sa maison. Il s'en est suivi un face-à-face tendu de 6 heures avec la police. Lors d'un appel téléphonique obsédant avec un journaliste, Spencer a froidement déclaré « Je n'aime pas les lundis, cela égaye la journée ». L'impasse a finalement pris fin lorsque Spencer s'est rendu, apparemment après que les négociateurs de la police lui aient promis un repas de Burger King. Spencer a été inculpé en tant qu'adulte et a plaidé coupable pour 2 chefs d'accusation de meurtre et d'agression avec une arme mortelle. Le lendemain de son 18e anniversaire, le 4 avril 1980, elle a été condamnée à des peines concurrentes de 25 ans à la prison à vie. Dans un autre cas troublant de jeunes délinquants, 2 frères et sœurs se sont retrouvés au centre d'un crime choquant qui a attiré l'attention nationale. Derek King et Alex King. Le 26 novembre 2001, des pompiers ont répondu à un appel concernant l'incendie d'une maison à Cantonment, en Floride. À leur arrivée, ils découvrent une scène de crime effroyable qui a fait la une des journaux dans tous les États-Unis. Ils découvrent le corps matraqué de Terry King, dont les 2 fils sont introuvables. Comment tout cela s'est-il déroulé? Derek King, 13 ans, et Alex King, 12 ans, n'étaient restés que peu de temps avec leur père dans la maison rurale de Terry, qui n'avait apparemment pas d'électricité. Auparavant, les garçons avaient été placés à plusieurs reprises dans des familles d'accueil. Cette nuit-là, Derek, accompagné d'Alex, a surpris leur père endormi et l'a battu à mort avec une batte de baseball en aluminium. Pour dissimuler leur crime, les garçons ont mis le feu à leur maison et se sont réfugiés chez un ami de la famille, Ricky Chavis. Ce dernier, âgé de 41 ans, avait été accusé d'avoir abusé de 2 garçons de 13 ans en 1983. Les garçons ont affirmé avoir commis le meurtre pour échapper à ce qu'ils ont décrit comme des abus mentaux de la part de leur père. Au fur et à mesure que l'enquête progressait, leur témoignage a subi plusieurs changements spectaculaires. Dans un premier temps, ils ont avoué avoir planifié et exécuté seuls le meurtre de leur père. Cependant, au fur et à mesure que d'autres détails sont apparus, ils ont changé d'avis, affirmant que Chavis les avait manipulés pour qu'ils commettent le crime. Finalement, ils ont affirmé que c'était en fait Chavis qui avait assassiné Terry King et qui les avait convaincus de reconnaître leur culpabilité afin de se protéger. Pour ajouter à la complexité de l'affaire, Alex King a également témoigné qu'il avait eu une relation sexuelle avec Chavis qui était beaucoup plus âgé. Malgré ces graves allégations et les témoignages tumultueux, Ricky Chavis a été acquitté des accusations de pédophilie dans le cadre d'une autre procédure judiciaire. En 2002, Derek King a été condamné à 8 ans de prison, tandis que son jeune frère Alex a reçu une peine de 7 ans. En 2005, Alex, alors âgé de 15 ans, a été accusé d'avoir tenté de s'échapper du centre de détention pour mineurs où il était incarcéré. À l'âge de 18 ans, Alex King a été libéré le 9 avril 2008 après avoir purgé une peine de 6 ans pour son rôle dans le meurtre de son père. Derek a été libéré le 7 mars 2009, à l'âge de 20 ans, après avoir purgé 7 ans. Alors que Derek King s'installe à Washington, D.C. et en Virginie, Alex King se marie et divorce au bout de 3 ans. Alex est décédé le 23 avril 2024 des suites d'une overdose. Passons maintenant à une autre affaire tristement célèbre de 2 tueurs d'enfants qui a attiré l'attention du public et des médias en 1993. Robert Thompson et John Venable. Près de 30 ans se sont écoulés depuis la diffusion de cette image de surveillance. Mais elle reste aussi terrifiante aujourd'hui qu'elle l'était en 1993. Pour ceux qui ne connaissent pas le contexte, l'image semble assez inoffensive. 2 garçons conduisent un enfant nommé James Bulger dans un centre commercial très fréquenté de Bootle, en Angleterre, le 12 février 1993. L'un d'eux tient la main de l'enfant, semblant le guider. Les observateurs du centre commercial auraient pu les prendre pour les grands frères de l'enfant. Cependant, la réalité était bien plus sinistre, car ces garçons n'étaient pas ses frères et sœurs, mais ses ravisseurs. Et tragiquement, ils allèrent bientôt devenir ses assassins. Les 2 garçons figurant sur l'image de surveillance sont Robert Thompson et John Venables, âgés de 10 ans. Les images de vidéosurveillance ont filmé les moments effrayants où 2 individus ont observé les enfants avec désinvolture, semblant choisir leur victime. Ils ont repéré un jeune garçon près de la porte d'une boucherie voisine. La mère de l'enfant ayant été brièvement distraite, ils se sont approchés de lui. L'un des individus lui a pris la main et l'a emmené. La caméra de surveillance les a filmés sortant du centre commercial à 15h42.
Lorsqu'elle s'est aperçue de la disparition de Bulger, sa mère a immédiatement alerté la sécurité du centre commercial en décrivant son fils et ses vêtements. Dans un premier temps, le nom de Bulger a été annoncé par les haut-parleurs du centre commercial. Cependant, à 16h15, il n'y avait toujours aucun signe de lui et sa disparition a été officiellement signalée au poste de police local. Thompson et Venable ont conduit Bulger jusqu'au canal de Leeds et Liverpool, où ils l'ont laissé tomber sur la tête. Ils sont ensuite arrivés à une voie ferrée proche, qui est devenue le cadre sinistre de la torture brutale et du meurtre de James Bulger. Les deux hommes l'ont sauvagement battu, lui donnant des coups de pied et le frappant avec des briques et des pierres. Ils lui ont également enfoncé des piles dans la bouche. La dernière agression a consisté à frapper Bulger à la tête avec une barre de fer de 22 livres, provoquant 10 fractures du crâne. Au total, Bulger a subi 42 blessures au visage, à la tête et au corps. Thompson et Venable ont placé Bulger en travers de la voie ferrée et l'ont lesté de gravats, dans l'espoir qu'un train le percute et que sa mort apparaisse comme un accident. Après leur départ, un train est effectivement passé, coupant tragiquement le corps en deux. 2 jours plus tard, un groupe d'enfants a découvert le corps coupé de Bulger. La police a trouvé des images de vidéosurveillance à faible résolution de l'enlèvement de Bulger au centre commercial New Strand par 2 garçons non identifiés. L'affaire a éclaté lorsqu'une femme, reconnaissant des images améliorées des garçons à la télévision, s'est souvenue les avoir vus faire l'école buissonnière à Bootle. Elle a alerté la police, ce qui a conduit à leur arrestation. Robert Thompson et John Venable ont tous deux été condamnés à la prison à vie, avec une peine minimale de 8 ans. Cette peine minimale a ensuite été réexaminée et confirmée par la Cour européenne des droits de l'homme. En 2001, après avoir purgé une peine d'environ 8 ans, les 2 hommes ont été libérés sur parole et ont bénéficié de l'anonymat à vie pour protéger leur nouvelle identité. Bien que nous ne sachions pas grand-chose sur Thompson, Venable a été arrêté en 2017 pour avoir possédé des images d'abus sexuels sur des enfants sur son ordinateur. Il est actuellement en prison après le rejet de ses demandes de libération conditionnelle. Vient ensuite une tueuse de 15 ans qui a sauvagement tué sa voisine de 9 ans. Alyssa Bustamante. Alyssa Bustamante, une jeune fille de 15 ans originaire du Missouri, était une tueuse à gages qui avait d'horribles projets pour sa voisine de 9 ans, Elizabeth Holten. Le 21 octobre 2009, Bustamante a attiré Holten dans les bois derrière leur maison, où elle a étranglé la jeune fille, lui a tranché la gorge et l'a poignardée à la poitrine avec un couteau de cuisine, avant de l'enterrer dans une fosse peu profonde qu'elle avait creusée auparavant. Les profils en ligne inquiétants de Bustamante, qui mentionnaient comme passe-temps tuer des gens et couper, laissaient entrevoir ses penchants pour la violence. Le jour du meurtre, elle a tenu un journal sur ses actes, exprimant son exaltation et une curiosité morbide à l'idée d'ôter la vie à quelqu'un. L'entrée de son journal se lit comme suit. « Je viens de tuer quelqu'un, putain. Je l'ai étranglé, je lui ai tranché la gorge et je l'ai poignardé. Et maintenant, il est mort. Je ne sais pas comment me sentir en ce moment. C'était incroyable. Dès que vous dépassez le sentiment « Oh my God, je ne peux pas faire ça », c'est plutôt agréable. Je suis un peu nerveuse et tremblante en ce moment. Bon, il faut que j'aille à l'église maintenant. Lol. Les recherches pour retrouver Holten ont commencé après que sa mère a signalé sa disparition dans la soirée du 21 octobre 2009. L'enquête s'est rapidement concentrée sur Bustamante, car Holten avait été vue pour la dernière fois avec elle. Alors qu'elle était à l'église, la police a fouillé sa chambre et a trouvé le journal. Les preuves contre Alyssa s'accumulant rapidement, il n'a pas fallu longtemps pour qu'elle avoue avoir commis le crime. 2 jours seulement après la disparition d'Elizabeth, Alyssa a conduit la police jusqu'à la tombe de la jeune fille dans les bois. Lors de son procès en 2012, Madame Bustamante a été jugée comme une adulte malgré son enfance difficile. Elle a plaidé coupable de meurtre au second degré afin d'éviter une condamnation à perpétuité sans possibilité de libération conditionnelle. Toutefois, elle a également été condamnée pour une action criminelle armée, ce qui complique son éventuelle libération conditionnelle. Bien qu'elle puisse bénéficier d'une libération conditionnelle en 2024, la condamnation supplémentaire signifie qu'elle ne pourra pas être libérée avant 2057. Alors que nous arrivons au terme de notre liste d'affaires notoires, nous terminons par la plus troublante d'entre elles, l'histoire du plus jeune tueur en série américain, Craig Price. Craig Chandler Price, alias The Warwick Slasher, est devenu le plus jeune tueur en série de l'histoire des États-Unis après avoir commis 4 meurtres entre l'âge de 13 et 15 ans. Alors que Price n'avait que 13 ans, il a commis son premier meurtre dans la nuit du 27 juillet 1987. Il s'est introduit dans une maison située à seulement 2 maisons de la sienne, a pris un couteau dans la cuisine et a tué Rebecca Spencer, âgée de 27 ans, en la poignardant 58 fois. 2 ans plus tard, sous l'influence du LSD, Price s'est introduit dans une autre maison de son quartier. Là, il s'est livré à une attaque horrible,
poignardant à 57 reprises Joan Heaton, âgée de 39 ans. Sa fille Jennifer, âgée de 10 ans, a été témoin du meurtre et a reçu 62 coups de couteau. Price a également fracassé le crâne de la fille de Heaton, Melissa, âgée de 7 ans, qui a elle aussi été témoin des coups de couteau brutaux portés à sa mère et à sa sœur, et lui a infligé 30 coups de couteau. La violence était telle que les manches des couteaux se sont brisées, laissant les lames plantées dans les victimes, dont l'une s'est logée dans le cou de Jennifer. En commettant les meurtres, Price s'est blessé à la main. Le FBI a ensuite été impliqué dans l'enquête en raison des similitudes entre les meurtres de la famille Heaton et celui de Rebecca Spencer, ce qui laissait supposer qu'un tueur en série était en liberté. Les enquêteurs ont conclu que l'auteur du crime était probablement un habitant de la région, étant donné la proximité des scènes de crime, et qu'il avait été blessé à la main pendant l'attaque. Le 5 septembre 1989, lors d'un interrogatoire, 2 inspecteurs ont remarqué une coupure sur la main de Price que ce dernier n'a pas voulu voir comme une blessure due à un accident d'ivresse. Après qu'il a échoué au détecteur de mensonges, les autorités ont obtenu un mandat de perquisition à son domicile, où elles ont découvert des couteaux et des vêtements ensanglantés. Price a été interrogé plus avant et a rapidement admis les meurtres, ne montrant aucun remords et imitant même les bruits de mort de ses victimes. Price a été jugé et condamné en tant que mineur, ce qui, selon la loi, signifiait qu'il serait libéré et que son casier judiciaire serait scellé lorsqu'il atteindrait l'âge de 21 ans. Cependant, pendant son séjour en prison, M. Price a dû faire face à d'autres accusations pour des incidents violents. Le 29 juillet 2009, en Floride, il a été impliqué dans une altercation avec un autre détenu. Un agent pénitentiaire qui tentait d'intervenir a été poignardé au doigt avec un couteau artisanal que possédait Price. À la suite de cet incident, M. Price a été transféré dans un autre établissement. Le 4 avril 2017, il a été accusé d'avoir poignardé un codétenu, Joshua Davis, à l'établissement correctionnel de Suwannee à Live Oak, en Floride, à l'aide d'un couteau artisanal de 5 pouces. Il a été condamné à 25 ans de prison pour cette agression le 18 janvier 2019. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Consultez maintenant les cartes à l'écran pour découvrir d'autres histoires.